dans les coulisses du monde du spectacle français, où les légendes musicales se mêlent aux drames familiaux, l'histoire des Hallyday continue de captiver l'opinion publique. 8 ans après la disparition de Sheen de Johnny Hallyday, figure emblématique du rock hexagonal, une nouvelle page semble se tourner pour ses enfants aînés. Laura Smith, actrice reconnue pour son talent et sa sensibilité, et David Hallyday, musiciens accomplis suivant les traces paternelles, ont traversé des tempêtes qui ont ébranlé leurs liens fraternels. Aujourd'hui, des voix proches de la famille affirment que la paix est revenue, portée par un désir commun de honorer la mémoire de leur père. Cette réconciliation, fruit d'un long cheminement, invite à explorer les racines d'une saga familiale marquée par la gloire, les conflits et les retrouvailles. Plongeons dans les méandres de cette histoire, en commençant par les fondations d'une dynastie artistique. La saga des Hallyday débute bien avant la naissance de Laura et David, dans les années tumultueuses de la jeunesse de Johnny Hallyday, né Jean-Philippe Smith en 1943 à Paris. Issu d'un milieu modeste, marqué par l'absence précoce de son père belge et l'éducation par sa tante paternelle, Johnny forge son destin dans les clubs de rock naissants des années 1960. Son ascension fulgurante, avec des tubes comme « Que je t'aime » ou « Allumer le feu », le propulse au rang d'icône nationale, souvent comparé à Elvis Presley pour son charisme scénique et sa voix rauque. Marié plusieurs fois, Johnny construit une famille patchwork, reflet de sa vie nomade, entre tournées internationales et résidences luxueuses. David Hallyday voit le jour en 1966, fruit de l'union passionnée entre Johnny et la chanteuse Sylvie Vartan, couple star des yéyés. Élevé entre la France et les États-Unis, David grandit dans l'ombre d'un père absent mais idolâtré, apprenant la guitare et la batterie dès l'adolescence. Ses premiers pas sur scène, à 13 ans, en remplaçant le batteur de Johnny lors d'un concert, marquent le début d'une carrière où il compose pour son père des albums mythiques comme « 100%. Cette collaboration artistique renforce un lien filial teinté d'admiration mutuelle, même si les divorces et les remariages de Johnny créent des distances émotionnelles. 17 ans plus tard, en 1983, naît Laura Smith, issue de la relation entre Johnny et l'actrice Natalie Bay, rencontrée sur le tournage d'un film. Laura grandit dans un environnement cinématographique, influencé par la grâce maternelle et l'énergie paternelle. Johnny lui dédie une chanson éponyme, composée par Jean-Jacques Goldman, qui devient un hymne familial. Dès ses jeunes années, Laura navigue entre les plateaux de tournage et les coulisses des concerts, absorbant l'héritage artistique de ses parents. Son éducation au lycée parisien, suivie de cours de théâtre, la prépare à ses carrière d'actrice où elle excelle dans des rôles introspectifs, comme dans Les corps impatients, qui lui vaut une nomination au César. Malgré leurs mères différentes, David et Laura partagent un père charismatique dont la présence intermittente forge une complicité naissante. Des vacances communes à Saint-Tropez ou des apparitions ensemble lors d'événements familiaux esquissent les contours d'une fratrie unie par le sang et la célébrité. Pourtant, les analystes notent que cette unité apparente masque déjà des fissures potentielles, liées aux dynamiques complexes d'une famille recomposée. La gloire de Johnny, tout en les reliant, impose des attentes immenses, où chaque enfant cherche sa place sans éclipser l'autre. Au fil des années, le lien entre David et Laura se tisse autour de passions partagées pour la musique et le cinéma.
loin des projecteurs incessants qui scrutent leur père. David, installé en Californie puis au Portugal, développe une carrière de chanteur et de pilote automobile, avec des albums comme Un paradis, un enfer, qui révèlent une sensibilité introspective. Laura, quant à elle, s'affirme comme actrice et réalisatrice, avec des films comme Yves Saint-Laurent, où elle incarne des personnages nuancés, reflétant sa propre quête d'identité. Leur collaboration en 2010 sur le duo On se fait peur, inclus dans l'album de David, symbolise un moment de fusion artistique. Des paroles évoquant les peurs intimes, chantées en harmonie, qui touchent le public par leur authenticité. Des sources familiales décrivent des échanges chaleureux lors de rassemblements privés, où David, l'aîné protecteur, conseille Laura sur la gestion de la notoriété. Elle, de son côté, admire la résilience de son frère face aux comparaisons inévitables avec Johnny. Pourtant, des périodes sombres traversent que leur vie personnelle. Laura affronte des défis de santé mentale et des addictions dans les années 2000, menant à des hospitalisations qui l'éloignent temporairement des écrans. David, marqué par son divorce d'avec Estelle Lefébure, père de 2 filles, navigue entre succès musicaux et échecs sentimentaux. Ces épreuves, au lieu de les diviser, renforcent leur soutien mutuel, comme en témoigne le clip de Ma dernière lettre, réalisé par Laura en 2018, un hommage poignant à leur père. L'analyse de ces années révèle une fratrie résiliente, où les différences d'âge et de parcours, David plus ancré dans la musique, Laura dans l'image, créent une complémentarité. Cependant, les observateurs soulignent que l'ombre de Johnny plane constamment, imposant un héritage émotionnel lourd. Les remariages de leur père, notamment avec Laetitia Boudou en 1996, introduisent de nouvelles dynamiques, avec l'arrivée de Jade et Joy, demi-sœurs adoptives. David et Laura intègrent ces additions familiales avec une apparente sérénité, mais des tensions latentes émergeant, liées à la distribution des affections paternelles. Cette phase de construction fraternelle, équilibrée entre joie et défi, prépare le terrain pour les tempêtes à venir. Le 5 décembre 2017, la France perd son idole. Johnny Hallyday s'éteint à Marne-la-Coquette, après une bataille contre le cancer. Les funérailles nationales, avec un cortège descend dans les Champs-Élysées et un hommage présidentiel, réunissent des millions de fans en deuil. David et Laura, côte à côte lors de la cérémonie à l'église de la Madeleine, incarnent l'unité familiale face à la perte. David prononce un discours émouvant, tandis que Laura, discrète, exprime sa douleur à travers des lettres publiques. Ce moment de communion semble sceller leur lien, mais la révélation du testament, quelques mois plus tard, bouleverse tout. Rédigé sous le droit californien, le document lègue l'intégralité du patrimoine, estimé à des dizaines de millions d'euros, incluant propriété, droits d'auteur et royalties, à Laetitia et aux filles cadettes, excluant David et Laura. Cette décision, justifiée par Johnny comme une protection pour sa dernière famille, est perçue par les aînés comme une trahison. Des déclarations affirment que Laura et David ont été empêchés de voir leur père dans ces derniers jours, alimentant un sentiment d'injustice. La bataille judiciaire s'engage. En février 2018, ils contestent le testament devant les tribunaux français, arguant de la loi nationale protégeant les héritiers directs. Les mois suivants voient une escalade médiatique, avec des interviews croisées révélant des blessures profondes.
David évoque un père manipulé, Laura parle de spoliation morale. L'analyse juridique met en lumière le clash entre droits américains et français, gelant des biens comme la villa Savannah. Cette période fracture non seulement la famille élargie, mais teste aussi le lien entre David et Laura, qui, unis dans le combat, doivent naviguer entre solidarité et divergence personnelle. Des proches observent que cette épreuve, tout en les rapprochant tactiquement, creuse des silences émotionnels où le deuil se mêle à la rancœur. La bataille judiciaire s'ouvre comme une pièce de théâtre en plusieurs actes, dont le décor principal est le tribunal de grande instance de Nanterre. Dès février 2018, les avocats de David Hallyday et de Laura Smet déposent une requête en référé pour obtenir le gel provisoire des actifs français de leur père. Le juge, saisi en urgence, ordonne la suspension du transfert de la villa Savannah à Saint-Barthélemy et bloque temporairement les royalties générées par les ventes posthumes de l'album « Mon pays, c'est l'amour », qui explose les records avec plus de 1,5 million d'exemplaires écoulés en quelques semaines. Cette mesure conservatoire, justifiée par le risque de dissipation d'actifs, constitue la première victoire tactique des aînés, mais elle ne fait qu'attiser la guerre médiatique. Chaque audience devient un événement retransmis en direct par les chaînes d'information continues. Les caméras guettent les visages fermés à la sortie du palais de justice. Laura en manteau noir et lunettes fumées refuse de répondre aux questions. David, costume sombre et cravate sobre, se contente d'un « nous faisons cela pour l'honneur de notre père ». De l'autre côté, Laetitia Hallyday, soutenue par ses conseils américains, publie sur Instagram des photos de Johnny souriant avec Jade et Joy, accompagnés de messages évoquant l'amour absolu et la trahison des ingrats. Ces publications, liquées des centaines de milliers de fois, polarisent l'opinion publique. Les réseaux sociaux se divisent entre Cherche Team Laetitia et Cherche Team David Laura, transformant un drame successoral en série à suspense. Les experts juridiques dissèquent le dossier avec une minutie chirurgicale. Le testament rédigé en 2014 à Los Angeles, sous le régime du Trust californien, désigne Laetitia comme unique légataire universel. Selon les clauses, David et Laura sont explicitement déshérités, une pratique légale aux États-Unis mais contraire à l'ordre public français, où la réserve héréditaire protège les enfants biologiques. Les avocats des aînés invoquent l'article 720 du Code civil et la Convention de La Haye de 1989 sur la loi applicable aux successions, arguant que Johnny, résident fiscal français depuis 2012, devait se soumettre au droit hexagonal. Les conseils de Laetitia rétorquent que le trust, structure irrévocable, échappe à la loi française et que des donations antérieures, notamment des appartements parisiens et des avances sur royalties, compensent l'exclusion. Au-delà des arguties techniques, les témoignages humains fissurent l'œil sur la façade. Une ancienne gouvernante de Marne-la-Coquette, entendue comme témoin, raconte que Johnny, dans ses derniers mois, pleurait en évoquant ses grands-enfants et regrettait de ne pas les voir plus souvent. Un producteur historique affirme avoir entendu le rocker dire, en 2016, « Je ne veux pas que mes enfants se battent pour l'argent, mais pour la musique ». Ces déclarations, rapportées dans les médias, contredisent la version officielle de Laetitia, qui maintient que Johnny y avait tout organisé pour protéger sa dernière famille. L'analyse psychologique de ces contradictions révèle un homme déchiré entre deux vies. Le père de famille tardif
fusionnelle avec Jad et Joy, et le père biologique distant mais attaché à David et Laura. Les divisions s'étendent à la famille élargie. Sylvie Vartan, élégante et déterminée, accorde une interview à Paris Match où elle déclare « David n'a jamais demandé autre chose que le respect du nom Hallyday ». Nathalie Baye, plus discrète, publie un communiqué laconique. Laura défend la mémoire de son père, pas son portefeuille. Ces prises de position, bien que mesurées, ajoutent de l'huile sur le feu. Les amis historiques de Johnny, John Reno, Eddie Mitchell, Lynn Renault, se retrouvent dans une position délicate. Certains choisissent le silence, d'autres tentent des médiations informelles. Un dîner secret est organisé en mai 2019 dans un restaurant parisien du 8e arrondissement. David, Laura, Laetitia et leurs avocats respectifs sont présents. Selon des participants, l'ambiance oscille entre espoir et rancœur. Laura fond en larmes en évoquant les derniers mots de son père. David propose un compromis sur les droits moraux, mais les discussions s'enlisent sur la valorisation des masters originaux. L'impact financier est colossal. Les royalties gelées représentent environ 4 millions d'euros par an. Les avocats de Laetitia obtiennent en appel la levée partielle du gel pour couvrir les frais de scolarité de Jade et Joy, arguant de l'urgence humanitaire. Cette décision, rendue en décembre 2019, est vécue comme une humiliation par les aînés, qui y voient une manœuvre dilatoire. Laura, alors enceinte de son premier enfant, traverse une période d'anxiété intense. David, en pleine tournée européenne, annule plusieurs dates pour se consacrer à la stratégie juridique. L'analyse de cette phase montre comment le droit successoral, conçu pour protéger les héritiers, peut devenir une arme de destruction familiale massive lorsque la notoriété s'en mêle. L'année 2020 s'ouvre sur une lassitude générale. Les audiences se succèdent, les expertises comptables s'accumulent, les factures d'avocats atteignent des sommets. Des proches rapportent que David, lors d'un séjour à Lisbonne, confie à un ami « Je suis fatigué de me battre contre la mémoire de mon père ». Laura, de son côté, se recentre sur sa grossesse et sur un projet de documentaire consacré à Nathalie Baye. Cette pause forcée, imposée par la pandémie de Covid-19, offre un répit inattendu. Les tribunaux ferment, les déplacements se sont limités, les réseaux sociaux se calment. C'est dans ce vide que germe l'idée d'une médiation privée. En avril 2020, un avocat d'affaires parisien, spécialisé dans les successions complexes, est contacté par les deux parties. Il propose une méthode inspirée des négociations d'entreprise, un protocole de confidentialité stricte, des réunions en visioconférence et l'intervention d'un psychologue familial. Les premières sessions sont tendues. Laura arrive avec une lettre manuscrite de Johnny, datée de 2015, où il écrit « Si je pars avant vous, prenez soin les uns des autres ». Laetitia apporte des vidéos familiales tournées à Saint-Barth, montrant Johnny jouant avec Jade et Joy. Ces documents, échangés pour la première fois, provoquent des larmes collectives. Le psychologue note que douleur partagée devient un terrain commun. Les négociations s'étendent sur 3 mois. David accepte de renoncer à sa part des droits d'auteur sur les albums post-2000 en échange d'un accès illimité aux archives personnelles de Johnny, photos, lettres, démos inédites. Laura obtient la reconnaissance de son droit moral sur l'image de son père et une participation aux décisions concernant les rééditions. Laetitia, de son côté, conserve la gestion quotidienne du patrimoine,
mais s'engage à créer une fondation Hallyday, où David et Laura auront un siège au conseil d'administration. L'accord, signé le 3 juillet 2020 dans les bureaux d'un notaire parisien, reste confidentiel pendant plusieurs semaines. La signature est suivie d'un dîner chez Laura et Raphaël dans leur appartement du 7e arrondissement. David apporte une bouteille de Château d'Yquem 1996, millésime de la naissance de sa fille Emma. Laetitia offre à Laura un bracelet ayant appartenu à Johnny. Les enfants, Léo, fils de Laura, alors âgé de quelques mois, et Ilona, fille de David, dorment dans la pièce d'à côté. Des photos de cette soirée, jamais publiées, circulent dans l'entourage. On y voit David et Laura rire ensemble en regardant de vieilles vidéos de concerts. L'analyse de ce moment révèle une catharsis. L'argent qui avait tout empoisonné devient secondaire face à la possibilité de reconstruire une famille. Les mois suivants confirment la solidité de l'accord. David sort l'album Imagine un monde en 2021, incluant une chanson coécrite avec Laura, On se fait peur, version 2021, enregistrée à distance entre Paris et Lisbonne. Laura réalise son premier long-métrage, La dernière lettre, inspiré de la correspondance entre Johnny et ses enfants, présenté au Festival de Cannes 2022 dans la section Un certain regard. Laetitia, quant à elle, organise une exposition Johnny l'Expo au Palais de Tokyo, où David aussi, et Laura participent à l'inauguration. Ces collaborations publiques, soigneusement orchestrées, effacent peu à peu les stigmates de la guerre judiciaire. En 2025, la réconciliation n'est plus un secret de polichinelle, mais une réalité quotidienne. Des amis de longue date de Laura, interrogés lors d'un vernissage à la galerie Perrotin, décrivent des dîners mensuels où David et sa sœur se retrouvent avec leurs enfants respectifs. Ils parlent de tout sauf d'argent, confie une réalisatrice proche de Laura. Ils évoquent les tournées de Johnny, les blagues dans la loge, les anniversaires oubliés. C'est comme s'ils rattrapaient le temps perdu. Un musicien ayant travaillé avec David rapporte une anecdote. Lors d'un concert à l'Olympia, en mars 2025, David invite Laura sur scène pour chanter « Laura », la chanson que Johnny lui avait dédiée. Le public ému entonne le refrain en chœur. Les signes concrets se multiplient. En juin 2025, David et Laura inaugurent ensemble une bourse d'études au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, financée par les royalties de l'album 100%. Laura, nommée marraine, prononce un discours où elle déclare « Mon père voulait que la musique soit accessible à tous. Nous continuons son combat. » David, ému, ajoute « Et nous le faisons ensemble, comme il l'aurait voulu. » Laetitia, présente dans le public, applaudit debout. Cette scène, filmée par les télévisions, marque la fin officielle des hostilités. L'analyse des réseaux sociaux montre un changement de ton radical. Les comptes Instagram de David et Laura, autrefois muets sur leur relation, publient désormais des stories communes. Une photo de Léo jouant de la guitare avec Cameron, fils de David. Un dîner d'anniversaire pour les 42 ans de Laura, où David apporte un gâteau en forme de microphone. Les commentaires, jadis haineux, se transforment en messages de soutien. Enfin la paix. Johnny doit être fier. Une famille réunie. Les community managers, briefés par les avocats, veillent à ce que ces publications restent authentiques sans tomber dans le marketing familial forcé. Des projets artistiques conjoints voient sur le jour.
David compose la bande originale du prochain film de Laura, un thriller psychologique intitulé « Les ombres du rock ». Laura réalise le clip de la chanson titre, tourné dans la villa de Marne-la-Coquette, transformée pour l'occasion en musée vivant. Jade et Joy, désormais adolescentes, participent au tournage comme assistantes, marquant leur intégration dans la fratrie élargie. Un producteur témoigne. On sent une énergie nouvelle. Ce n'est plus la douleur qui les unit, mais la création. Les observateurs culturels notent que cette réconciliation dépasse le cadre familial pour devenir un symbole sociétal. Dans un pays où les conflits successoraux font régulièrement la une, Renaud, Hallyday, maintenant Balavoine avec ses enfants, l'histoire des Hallyday offre un contre-exemple. Des sociologues y voient que la preuve que le temps, combiné à une médiation professionnelle, peut transformer une guerre en alliance. Des thérapeutes familiaux citent le cas dans leur formation. Quand l'argent cesse d'être le sujet, l'amour peut revenir. L'héritage Hallyday, jadis source de discorde, devient un projet collectif. En septembre 2025, la Fondation Hallyday annonce la création d'un centre de formation pour jeunes artistes à Saint-Barthélemy, financé par les royalties communes. David supervise le pôle musique, Laura le pôle cinéma. Jade et Joy, étudiantes en communication, gèrent les réseaux sociaux de la structure. Lors de la pose de la première pierre, Laura déclare « Ce lieu portera le nom de mon père, mais il appartiendra à tous ceux qui croient que le rock peut changer des vies. » David complète « Et nous serons là, ensemble, pour veiller à ce qu'il reste fidèle à son esprit. » Les carrières individuelles s'enrichissent de cette dynamique. David sort en novembre 2025 un album concept, Fraternité, où chaque titre, Été, dédié à un membre de sa famille élargie. Le morceau Laura 2025 devient un hit sur les plateformes de streaming, porté par un clip réalisé par sa sœur. Laura, de son côté, prépare une série télévisée sur la vie de Johnny, coécrite avec David et produite par Netflix. Le projet, annoncé au MIPCOM 2025, suscite l'enthousiasme des critiques. Enfin, une vision familiale unifiée, titre le film français. Les enfants de la fratrie grandissent dans cette atmosphère apaisée. Léo, 5 ans, appelle David « tonton rockstar » et passe ses mercredis à apprendre la batterie. Ilona, 25 ans, collabore avec Laura sur des projets photographiques. Cameron, 22 ans, intègre l'équipe technique des concerts de son père. Cette transmission intergénérationnelle, observée par les sociologues, illustre comment un conflit résolu peut devenir un capital symbolique pour les générations futures. L'impact culturel dépasse les frontières. Aux États-Unis, le New York Times consacre un long format à la réconciliation Hallyday, comparant le cas à celui de Michael Jackson ou Prince. En Asie, où Johnny reste une icône, des fan-clubs organisent des hommages conjoints David-Laura. En France, le ministère de la Culture cite la Fondation Hallyday comme modèle de mécénat familial. Des écoles de commerce intègrent l'étude de cas dans leurs cours de négociation. Comment transformer une guerre successorale en alliance créative? Et pourtant, des zones d'ombre subsistent. Certains proches murmurent que la paix reste fragile, dépendante de la santé financière de la Fondation et de l'absence de nouveaux conflits. D'autres notent que Jade et Joy, bien que présentes, gardent une certaine distance avec leurs aînés, préférant les souvenirs de leur père à Saint-Barth.
L'analyse de ces nuances rappelle que la réconciliation, même profonde, n'efface pas totalement les cicatrices. Alors, lecteur, dans cette saga où l'amour, l'argent et la gloire se sont entrechoqués, une question demeure. La paix familiale, une fois conquise, peut-elle résister à l'épreuve du temps et des nouvelles générations? Ou bien chaque héritage, comme chaque chanson, porte-t-il en lui le risque d'une fausse note?